Bonjour, bienvenue dans ce webinaire donc, proposé par l'ALEC du Pays de Rennes. Donc, c'était dans le cadre d'un cycle municipal. Donc, il y a eu trois autres éditions et donc là, on est sur le dernier numéro. Donc, on vous propose cette fois-ci un numéro consacré à l'adaptation au changement climatique. Je vais à la diapo suivante. Ah, pardon, j'ai même dit. Voilà, donc tout d'abord, on va vous présenter très très brièvement notre agence. Nous, on est l'agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes. Donc on propose différents sujets en fait. Que sont les économies d'énergie et d'eau, la maîtrise de l'énergie, les productions d'énergie renouvelable, l'accompagnement des opérations d'aménagement, la rénovation énergétique, le changement de mythe de société. Donc là, c'est vraiment travailler sur le changement de comportement, proposer des nouveaux récits de transition et bien sûr l'adaptation au changement climatique auquel nous dédions ce webinaire. Notre raison d'être, donc nous avons travaillé sur notre projet associatif l'année dernière et donc qui a donné lieu à cette raison d'être, donc je vous laisse découvrir, donc avec des valeurs auxquelles nous sommes très attachés comme l'intérêt général, la justice sociale, prendre soin du vivant et de la planète et la coopération. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'agir ensemble pour les transitions et l'adaptation au changement climatique, donc en sachant que nous travaillons vraiment avec tous les acteurs, des habitants, des entreprises, des collectivités, l'économie sociale et solidaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir ensemble pour les transitions et l'adaptation au changement climatique. Et notre territoire d'intervention, donc c'est le Pays de Rennes, donc qui regroupe quatre territoires, donc Rennes Métropole, le Pays de Château-Giron Communauté, le Val d'Ille-Aubigné et l'Ifré-Cormier Communauté. En sachant que voilà, il y a des ALEC sur d'autres territoires. Donc en Bretagne, il y a 8 ALEC. Et nous avons aussi une association régionale qui nous fédère, Brest ALEC. Et voilà, à l'échelle nationale, il y a à peu près 45 ALEC qui sont regroupés dans une fédération qui s'appelle la Fédération Flamme. Donc si vous n'êtes pas de notre territoire, vous pouvez aller voir si vous avez une ALEC sur votre territoire. Voilà, donc j'ai été très rapide et je ne me suis pas présentée en plus. Donc je suis Nathalie Gibaud, responsable du pôle climat et territoire à l'ALEC et je suis avec mon collègue pour animer ce webinaire. Yann Lecoq, conseiller aux collectivités, donc CEP, à la LEC du Pays de Rennes également. Voilà, donc on va vous présenter l'ordre du jour de ce webinaire. Donc tout d'abord, on va rappeler un petit peu les enjeux, donc vraiment sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Et ensuite, nous aurons deux témoignages, puisque l'idée de ces webinaires, c'était vraiment de présenter des actions concrètes menées par les communes. Nous aurons Mignac-sous-Bécherel et Donloup, donc deux communes du Pays de Rennes qui vont présenter leurs projets, donc qui répondent aux enjeux d'adaptation au changement climatique. Et à la fin du webinaire, nous vous proposons quelques ressources et nos prochains rendez-vous. Voilà, en étant très rapide. Et donc, je vais laisser la parole à mon collègue Yann Lecoq pour les enjeux liés à l'adaptation au changement climatique. Et donc, on va d'abord faire un petit focus sur les conditions actuelles et les évolutions futures. Donc là, on a une infographie du Monde qui montre les différents scénarios. Les scénarios, donc on a de très élevés. Oui, Non, non, de très... non, c'est Oui. bon. C'est-à-dire que le son, pour moi, était très. Il y avait beaucoup d'écho, mais ça va, j'ai réglé le problème. D'accord, Ça marche. merci. Oui, n'hésitez pas également, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des questions au cours de la présentation, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Donc, suivant les différents scénarios du GIEC, de très élevé à très bas, donc on voit que dans tous les cas, il y a une augmentation des températures. Et ici, on peut se projeter donc, dans les lignes inférieures, suivant nos années de naissance. Donc, pour les personnes qui naissent actuellement, ils auront 70 ans dans les années 2090. Et pour ceux qui sont nés en 1950, ils ont actuellement 70 ans. Donc, c'est pour pouvoir se projeter en fonction de nos années de naissance et par rapport au climat futur, jusqu'à 2100, en fonction des différents scénarios du GIEC.
Donc un petit focus aussi sur la différence entre atténuation et adaptation. Donc l'atténuation, c'est agir sur, pour la réduction des causes et pour éviter l'ingérable. Donc ça va être par exemple, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, par exemple en isolant nos bâtiments, et en réduisant, en faisant des actions de sobriété. Et l'adaptation, c'est agir maintenant, sur du court terme, pour gérer l'inévitable. Donc ça va être par exemple se protéger des surchauffes, en été, en créant des zones d'ombrage par exemple. Heu et donc une autre ressource, donc au niveau de l'Observatoire, de l'environnement en Bretagne, donc ils ont sorti un guide de chiffres clés des évolutions du climat en Bretagne, donc qui est très intéressant pour se projeter, par rapport à nos communes à vos communes, sur les évolutions donc, à l'horizon 2050 et 2100, 2030 aussi il me semble, et donc ce guide-là est très intéressant pour les élus. Et il y a également le lien vers votre territoire sous +4 degrés. Donc, si vous allez sur le lien en dessous, vous pouvez rentrer, votre territoire. Donc là, par exemple, on a fait l'exemple avec, Donloup. Sélectionnez une année, de référence, donc 2030, 2050 ou 2100, et vous allez avoir plein de critères calculés sur 19 scénarios différents pour, voir, quels sont les impacts, en termes de climat sur votre commune. Quels sont les impacts? Donc, également, donc au niveau du climat et de la biodiversité, donc on retrouve un lien entre les 2. On a, le climat, il va impacter, les vies humaines, mais également la biodiversité, et les écosystèmes permettent d'avoir une certaine résilience sur, les impacts que vont subir les humains. Heu et non, en fait, on va pas pouvoir séparer, les impacts, qu'on fait sur la biodiversité des impacts que l'humain, va ressentir, liés au changement, climatique, qu'il y a un lien entre les 2. Et c'est d'ailleurs, une des phrases que le GIEC avait citées, dans ses rapports, c'est que la survie de l'espèce humaine dépend des écosystèmes sains et d'une biodiversité riche. Et ce qui est important de retenir, c'est que le climat et la biodiversité, c'est 2 jambes qui vont fonctionner ensemble pour, faire de la transition écologique. Et donc là, une petite illustration donc, qui montre qu'on ne voit pas, toujours, ce qui peut arriver après. Donc là, c'est déjà un petit peu dans le passé où on avait des gestes, pour, la grippe, où il suffisait juste d'avoir une hygiène correcte pour résister, par exemple au Covid-19. On a vu l'impact du Covid-19. Ensuite, on n'avait pas prévu, mais il y a toute une vague de récession. Après, on a le changement climatique qui est l'impact qu'on connaît déjà, mais qui va venir. Et derrière, qu'est-ce qui peut se cacher? Donc c'est un effondrement de la biodiversité avec tous les impacts qu'il peut y avoir au niveau, par exemple, des cultures. Imaginons si, l'image qu'on peut retrouver souvent, c'est s'il y a une baisse, des abeilles, par exemple, et ben, la biodiversité, les cultures et les productions, vont en être impactées. Si les sols ne drainent pas assez, on va avoir plus d'inondations. Si les sols n'infiltrent pas assez, on va avoir plus d'inondations. Voilà, tous ces impacts-là, qui sont liés, à la biodiversité, qui viennent en lien avec le changement climatique. On va passer au retour d'expérience, et donc le premier retour d'expérience, ça va être Mignac-sous-Becherel avec, avec la végétalisation d'une cour d'école. Voilà, je le mets. Donc, madame Ah, Monnier, je vous laisse se oui, présenter. voilà. Bonjour. Hem, en fait, sur Mignac, on a eu
il y avait une cour qui était qui était un peu végétalisée et il y a une construction d'une cantine. Du coup, il n'y a plus vraiment beaucoup de place pour les enfants. Et il y a eu une autre cour qui avait été créée lors de la création de l'école il y a plus de 15 ans, maintenant presque 20 ans. Mais il n'y avait pas eu d'arbres d'ajouter dans cet espace. Il y avait un espace prévu, mais si bien que les enfants ne pouvaient pas tous être ensemble sous un espace à l'abri du soleil. Et là, quand il a fait très très chaud, c'est devenu assez insupportable parce que nous, c'est tout petit. Il y a un plan qu'on va pouvoir vous montrer après, mais il n'y avait vraiment pas d'ombre à part le préau. Et donc, vraiment un besoin d'ombre pour les enfants, pour le confort. Et puis, bah, c'est vrai que tous ces espaces où il n'y avait plus rien, je pense que on a pris conscience aussi du besoin de revégétaliser en fait tous ces espaces pour favoriser la biodiversité. Donc il y a vraiment cette demande. Donc sur ce travail, il y a eu un travail avec la directrice de l'école, une validation par le conseil municipal, il y a eu un accompagnement par la LEC et puis le fait d'avoir pu visiter aussi ce qui s'est passé. Moi, je suis allée à l'Aillé, j'ai vu d'autres choses. C'est vrai que vraiment ces échanges d'expériences ont vraiment bien aidé, sachant que nous, c'est tout petit, notre projet, je vous dirai le coût tout à l'heure, mais on fait vraiment avec les moyens du bord. C'est une commune de moins de 800 habitants. Et donc, on a réussi à trouver quelque chose qui nous permette d'avancer à moindre coût. C'est vrai que là, le conseil de la LEC a été quand même bien intéressant parce que on a aussi eu des contraintes dans cet espace, c'est-à-dire qu'on avait une bande à peu près, si ma mémoire est bonne, de 2,50 m de large avec un mur d'un côté, du goudron de l'autre, des réseaux. Donc, ça a été un petit peu compliqué et on a choisi des essences qui ne sont pas, enfin, qui descendent vers le fond, qui ne soient pas dans comment on dit ça? J'ai oublié le terme là, Ils sont pas traçantes, enfin qui sont des pas racines qui vont traçantes. pas être traçantes. Merci. Je vous demande votre soutien. Pas de souci. Qui ne sont pas traçantes parce que là, on allait vraiment faire beaucoup de dégâts et en même temps, on étudie actuellement le fait de mettre des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'école et donc on voulait aussi des espèces qui permettent de garder cette hypothèse-là. Donc on a choisi des arbres boules. En fait, ça a été. Et ce qu'on a fait, le deuxième point, on ne pouvait pas limiter, nous, le goudron, parce que le peu qu'il y a sert pour les jeux de ballon, enfin tous ces jeux dont les écoles peuvent avoir besoin. Donc, on a en fait décidé d'agrandir sur le côté. Peut-être ce serait intéressant de mettre la diapo d'après où il y avait le plan de l'école. Voilà. Merci. Donc, en fait, là, vous avez le plan de l'école. Bon, vous m'excuserez, je n'avais pas les outils qu'il fallait pour faire par ordinateur. J'ai fait des petits dessins pour vous montrer comment ça s'est passé. Il Donc, est très bien. voilà, donc vous avez en vert un agrandissement de la cour. Cet espace était avant un espace public qui était juste en pelouse et qui servait, voilà, qui ne servait pas à grand-chose. Et donc, on y a planté des très grands arbres pour pouvoir, et on a gardé bien évidemment l'herbe qu'il y a dessous. Donc déjà, même actuellement, sans avoir les arbres qui ont poussé, ça, évidemment, ça met du temps, on a déjà une différence de température entre cet espace-là et la cour qui est goudronnée. Donc ça, c'est déjà, et on a mis d'autres plans ailleurs. Donc, on a choisi des plans qui étaient déjà assez grands, même si je crois que c'est quand même plus intéressant parfois pour qu'ils s'adaptent bien des plantés plus petits. Mais donc, on a pris des arbres qui étaient déjà assez grands. On a, comment je veux dire, sur cet espace-là, en fait, ça a été planté avec les conseillers municipaux, avec les parents d'élèves, avec le maire qui était là, avec l'employé municipal, et on avait le tracteur d'un adjoint pour nous aider à planter tout ça. Donc ça veut dire qu'au niveau main-d'œuvre, on n'a pas eu de main-d'œuvre. Donc ça, c'était une façon de réduire le coût. Au niveau des arbres, on est à peu près à 1700
32,14 €. Donc ça s'est passé en 2014, quand nous avons planté les arbres. Donc, ce qui n'est pas un En budget énorme. 2024. Comment? En 2024, qu'est-ce que vous avez dit? 2024. Il n'y J'ai a dit pas de souci. 2014? Oui, Oh là là mais là là. c'est pas de Je suis un souci. petit, je suis un petit peu perturbée. Excusez-moi. En 2020, en 2024. Donc, ça a été de la convivialité, hein, évidemment, au niveau de cette plantation des arbres. Après, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été faites manuellement parce qu'on n'arrivait pas à rentrer l'engin dans la cour de l'école. Donc, voilà, il y a eu de l'huile de bras vraiment qui a été utilisée euh, pour cette plantation. Euh, Quoi dire d'autre sur cette... actuellement, en fait, oui, alors sur l'origine du projet, on n'a pas pu, les aléas de la vie des uns et des autres ont fait qu'on n'a pas pu travailler avec les parents d'élèves parce que le délai était court entre le moment où la décision du projet a eu lieu et puis il y a eu des événements qui ont fait qu'on n'a pas pu travailler. Ça, c'est un petit regret, mais on a privilégié de planter un an plus tôt. Si on faisait ce travail avec les parents d'élèves et les élèves, on perdait un an de plantation. On a planté juste tout début mars 2024. Donc voilà. Actuellement, sur cet espace-là, ben, le terrain est très apprécié par les enfants, donc parce que le sol est moins chaud. Par contre, il faut du temps pour que ça pousse et c'est vrai qu'il y aurait besoin un endroit ou un autre, un voile d'ombrage, une tôlelle ou toute autre chose pour se mettre à l'abri. Évidemment, quelque chose de pas très coûteux. Et nous sommes preneurs d'idées, donc s'il y en a, on vous remercie. Sur ce projet-là, on a eu un ajout aux 1700 et quelques euros pour la clôture qui a dû coûter aux alentours, pareil, de 1700 euros à quelque chose près. Donc, c'est un projet globalement autour de 3400 euros, sans avoir enlevé le goudron, puisque nous, on n'en avait pas beaucoup, mais en apportant vraiment des végétaux euh, sur tout cet espace. Donc, voilà un résumé. Alors, peut-être voudriez-vous poser quelques questions. Yann, peut-être voulez-vous que je développe quelque chose? Alors, il y a eu une question sur les arbres. Combien d'arbres vous avez plantés? Et, Oui. et donc, j'ai Alors, nous avons répondu. planté 12 arbres, dont 3 ou 4 très grands. Et les autres qui font 5 mètres à peu près. Attendez, j'ai noté à peu près. Ouais. On a planté un acer. On a planté en grands arbres, on a planté un tilleul. Ça, notre mère de l'époque, qui est décédée malheureusement, tenait beaucoup au tilleul, symbole de l'école. Donc on a planté un tilleul. On a planté un magnolia. Et on a planté aussi en grand un arbre un prunus, le prunus, je crois, cerisier à fleurs, en fait. Voilà. Donc les autres sont plus petits, 5 mètres globalement, et par contre avec des envergures qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres de large en fait, 5-6 mètres, voire plus, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points, que Est-ce que vous j'aborde? avez, est-ce que vous avez eu des retours de la part des enseignants, euh, des enfants et parents d'élèves? Oui, les retours ont vraiment été très, très positifs. On a eu un petit mot des enseignants, les enfants ont fait un petit article après pour mettre dans le petit journal de la commune. Oui, oui, une grande satisfaction, à part effectivement, ben, il faut du temps pour que les arbres poussent. Et c'est vrai, il faut s'en préoccuper au plus tôt pour en remettre un peu partout, quoi. Donc ça, c'est le petit bémol qu'on a pour l'instant sur cet espace. Ça pourrait être aménagé autrement encore. Enfin, on voit sur l'une des photos, là, en haut à gauche, on a à peu près agrandi de 300 mètres carrés, je vous le fais à la louche, hein, la cour, une cour complémentaire, en fait. Mais ça reste nu, pour l'instant encore. Donc voilà le retour qu'il peut y avoir, mais c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, le sol est moins chaud sur l'herbe ou sur la terre que sur le goudron. Il y a eu
quelques autres questions. Il y en a une qui demande de rappeler le coût total de l'opération. Elle est à 3 400 € environ, il me Oui, à semble, quelque chose près. Voilà. quelque chose près. On demande aussi l'exposition des plantations. Alors là, on est sur la photo centrale que vous avez mis, on est en plein sud. Donc c'est sur cet espace-là où effectivement on n'a pas mis des arbres trop hauts pour pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques éventuellement sur l'école. Et donc l'autre côté, c'est ouest. La cour, on a, enfin sud et ouest bien sûr, de l'école. Pour Et donc ça, c'est préciser, l'espace qu'on avait disponible en fait. pour préciser, les panneaux photovoltaïques pour la photo qu'on a en dessous, ils pourraient être sur les bâtiments qui sont sur la droite de l'image, enfin sur l'ensemble des bâtiments à droite de l'image. Une autre question, est-ce que cela modifie la température dans les locaux? Que vous avez ressenti une Alors baisse de là, pour température? l'instant, non, il n'y a pas eu de... Disons que l'expérience, là, les arbres sont encore petits, hein, pour vraiment voir l'effet. Et j'ai pas eu de retour sur le sujet. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour en avoir un. Mais c'est vrai que la question s'était posée, si on met des arbres plus grands qui vont protéger de la chaleur des bâtiments, on a pu ce projet de panneaux photovoltaïques sur l'école. Et là, l'espace, de toute façon, qu'on avait pour pouvoir mettre des grands arbres était quand même très limité par rapport aux racines et tout, sur l'avant, la partie sud. Tout à fait. Et on avait vu aussi dans les échanges qu'on avait eus ensemble avec Madame Monnier, la possibilité peut-être de mettre des pergolas avec des plantes grimpantes. Voilà. Mais vu qu'il y a eu peu de concertation liées au contexte, ça a pas, pour l'instant, ça n'a pas abouti, mais c'est un projet qui pourrait peut-être évoluer. Mm. Je pense que là, c'est un peu la demande de l'enseignante, hein, enfin de la directrice de l'école. C'est vraiment, voilà, est-ce qu'on peut faire une pergola? Est-ce qu'on peut faire une tonnelle? Est-ce qu'on peut mettre un voile d'ombrage? Avec le voile d'ombrage, par contre, il y a le prise au vent. Donc, je ne sais pas s'il y a des retours sur ces sujets-là. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose. Ça, on aurait peut-être besoin de vos conseils encore pour voir une tonnelle avec quel plan qui pousserait assez vite. Et comme on a un mur qui est sur l'école, la classe, il y a un mur au nord sur l'agrandissement, en fait, juste derrière la classe. Donc sur la photo, en fait, en bas à droite, il y a, donc on pourrait prolonger là par quelque chose qui permettrait de faire de l'ombre, je pense. Donc c'est pas fini, à mon avis. On a commencé tranquillement, mais il y a encore des choses à faire. Et bon, 1700 et quelques euros pour les arbres, c'est pas énorme, énorme, hein, pour nos petites communes quand même. Tout à fait. Alors, on a encore quelques questions. Avez-vous eu des financements pour ce projet? Non, en fait, comme on n'a pas enlevé le goudron, au moment où on a regardé, il n'y avait pas de financement. Peut-être y en a-t-il maintenant, j'en sais rien. Je Comme là, pense pas. non, je Non, pense là, il faut enlever du goudron, il faut enlever pour pouvoir avoir des. Enfin, je sais, sous votre contrôle, oui. s'il y a des financements. Oui, il faut essentiellement désimperméabiliser pour avoir des financements. C'est l'axe principal pour la végétalisation des cours d'école, au niveau des financements. Avez-vous envisagé de planter des haies sur les côtés qui semblent nus? Donc au niveau je pense, des clôtures. Oui. Alors, pour l'instant, la question ne s'est pas posée. C'est vrai sur Mignac, on a été un petit peu perturbé quand même par le décès du maire 6 mois, enfin quelques mois après cette plantation d'arbres. Donc, il y a eu un moment aussi où on a un peu stoppé toutes les choses, quoi. Donc, mais là, ce sera pour le prochain conseil municipal de voir ces choses-là. Après, par contre, on a un seul employé. Il faut quand même faire attention chez nous qu'il n'y ait pas trop d'entretien parce qu'on a un seul employé municipal et des budgets quand même serrés. Donc, on va, enfin, faut voir, parce que ça, c'est quand même de la longueur, et c'est à couper, c'est quand même assez long. Donc, à voir. Et ça avait été également un des sujets de discussion au niveau de l'entretien
des arbres pour éviter qu'il y ait trop ou de l'élagage sur les arbres présents sur site. Exactement. Et donc une dernière question et après il y a eu un commentaire. Est-ce qu'il y a des brise-soleil sur la façade sud au-dessus des fenêtres? Il y a des tout petits brise-soleil, on voit au milieu, mais qui ne sont pas suffisants. En fait, on a encore un problème sur cette école qui est lié à la régulation du chauffage entre une partie plus ancienne et une partie nouvelle, et tout ça a été mis un peu ensemble. Enfin, on a un petit souci là. On a même un sérieux encore. Donc, je crois qu'il y aurait encore besoin, mais là, je crois que c'est comme la conception a été avec plusieurs époques, donc une qui datait de 30-40 ans, et des rajouts, et regrouper tout le chauffage, je crois que c'était pas une bonne affaire. Donc voilà, mais il y a des brises-soleil, mais par contre, on ne peut pas, comme c'est goudronné, on ne peut pas mettre de végétaux pour pouvoir monter dessus. Le problème, c'est l'été, si on met des jardinières, qui va les entretenir. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça, quoi. On va peut-être Ouais. clore sur Ouais. ce témoignage. Merci beaucoup. En tout cas, là, l'intérêt vraiment pour nous, c'était aussi de mettre en avant voilà, le projet d'une petite commune avec peu de moyens. Donc, c'est quand même vraiment intéressant de voir qu'on peut faire des choses. Voilà, même voilà, comme on n'a pas beaucoup de moyens humains ou financiers, on peut quand même s'engager dans des projets de ce type. Donc, c'est pour ça qu'on avait vraiment voulu mettre en lumière la commune de Mignac-sous-Bécherel dans ce webinaire. En sachant que voilà, vous avez, enfin, sur ce sujet-là, il y a pas mal d'exemples et de retours d'expérience, hein, notamment sur le site de Bruded, mais on reviendra à la fin du webinaire sur les ressources disponibles. Donc, on va passer à la présentation suivante, donc avec la commune de Donloup. Voilà, donc je vais donner la parole à Elisa Renaud, et d'ailleurs, je vais vous donner aussi le partage d'écran. Moi, je vais arrêter de mon côté. Voilà, donc je vous laisse partager votre écran si ça fonctionne. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de partager. Est-ce que vous avez bien mon écran? Oui, alors pas en mode présentation. Enfin, Oui, voilà. ça Ouais. devrait venir. Voilà, parfait. Merci. Super. Alors, donc voilà, je m'appelle Elisa, je suis chargée de mission biodiversité sur la commune de Donloup. Je vais d'abord présenter le contexte un peu de la commune. Je vais surtout parler de l'Atlas de biodiversité communale, donc je vais souvent dire ABC pour les initiales d'Atlas de biodiversité communale. Présenter donc l'ABC de Donloup qui est terminé, et donc voir ce qu'on a fait ensuite, et deux autres petits projets en lien avec le sujet. Donc, la commune de Donloup fait partie du pays Château-Giron Communauté, tout près de la ville de Rennes. On a environ 4000 habitants sur une superficie de 18 km² environ. Donc, on reste quand même une petite commune. Il y a un assez fort engagement politique qui a permis de faire émerger ces sujets de biodiversité, des pratiques plus respectueuses de l'environnement depuis quelques années, avec notamment les 4 fleurs par exemple, et donc dans un objectif d'amélioration du cadre de vie et de la santé. Donc dans cette continuité, le conseil municipal, avec les élus, ont souhaité répondre à l'appel à projet lancé par l'Office français de la biodiversité pour les atlas de biodiversité communale. Et donc on a été lauréat en 2022 et accompagné techniquement et financièrement par l'Office français de la biodiversité et la région Bretagne. Donc, je ne sais pas trop si tout le monde a en tête ce qu'est un ABC. C'est pour ça que je vais refaire une petite définition rapidement. Donc, c'est une démarche qui va permettre à une commune ou une intercommunalité de connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel.
Les objectifs sont d'intégrer les enjeux de biodiversité dans les réflexions et les décisions communales politiques et également d'impliquer tous les acteurs du territoire. Donc, je vais présenter tout à l'heure comment on a fait ça. Mais pour vous montrer un peu la carte intéressante de l'OFB sur les ABC réalisés entre 2017 et 2024, donc ça représente 4598 communes et qui représente 612 projets, puisque il y en a pour beaucoup qui sont des atlas de biodiversité intercommunales, qui rassemblent plusieurs communes. Donc pour les étapes de cet ABC, donc le premier, c'est l'inventaire des connaissances existantes, puisqu'on ne part pas de rien, il y a forcément des choses de fait sur les communes ou intercommunalités. Ensuite, on établit un plan de prospection à partir des priorités identifiées, c'est-à-dire qu'on donne aux associations naturalistes ou aux bureaux d'études les espaces à aller inventorier, à aller chercher les espèces et les milieux, puisqu'on ne peut pas faire des inventaires sur tout le territoire. La troisième étape, c'est la mobilisation des citoyens dans la mise en œuvre de l'ABC. Donc cette étape, finalement, c'est plutôt une étape à réaliser tout au long du projet. Ensuite, réaliser le diagnostic des inventaires à la hiérarchisation des enjeux. Donc là, c'est ce que je disais, les associations et les bureaux d'études vont sur le terrain réaliser les inventaires. Enfin, je dis associations et bureaux d'études, il peut y avoir aussi d'autres structures. Et ensuite, ces structures qui réalisent la hiérarchisation des enjeux, c'est-à-dire en fonction de la protection des espèces ou des milieux. Formalisation des résultats, donc des synthèses et des cartographies, cartographie très importante pour localiser les enjeux espèces et milieux. Et à la fin, on arrive au plan d'action. Donc c'est vraiment le document clé de l'ABC. Si on veut vraiment retenir un élément sur l'ABC, c'est à la fin la sortie d'un plan d'action, puisque l'objectif des inventaires, c'est de faire ressortir des enjeux pour agir ensuite à la suite de l'ABC. Et donc le partage et la valorisation des productions de l'ABC, voilà, assez classique auprès des habitants, des élus et puis forcément des financeurs. Donc pour l'ABC de Donlouf, je vais d'abord vous présenter un petit peu comment s'est passée la gouvernance, on va dire. Les partenaires, donc forcément financiers, donc la commune de Donloup, financement à 30%, et donc un gros accompagnement technique et financier par l'OFB et par la région, comme je le disais. Et nos autres partenaires techniques étaient la LPO Bretagne, le Grecia et Bretagne Vivante en collaboration avec le Conservatoire botanique national de Brest. Donc ça, c'était nos partenaires pour les inventaires naturalistes et aussi pour quelques animations. Et d'autres partenaires nombreux pour organiser des animations, de la communication lors du projet. Bien sûr, on ne peut pas parler d'ABC sans parler de nos partenaires, on va dire, en interne avec le conseil municipal. Donc très important, les élus très engagés sur le projet, avec notamment pour le lancement du projet une présentation de l'ABC lors des vœux du maire qui a vraiment réussi à lancer le projet puisque nous avions organisé une réunion publique avant les vœux du maire. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Il y avait, donc c'est très bien, hein, mais simplement des élus étaient présents. Donc ça a permis de faire une présentation aux élus. Mais ensuite, au vœu du maire, utiliser un événement municipal autre que sur le sujet de la biodiversité a permis aux habitants de prendre connaissance de ce projet. Et au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de monde aux animations organisées. Et donc les élus ont également participé à beaucoup d'événements, notamment la nuit de la Chouette. Donc ils ont permis l'organisation de l'événement et ont pu aussi participer aux animations lors de cet événement. Les services municipaux, bien sûr, avec l'animation, la médiathèque, qui ont permis d'organiser des animations. Les services techniques, évidemment, avec les espaces verts. On voit sur la photo l'agent des espaces verts qui faisait, en fait, qui présentait un atelier lors d'un rallye nature organisé avec la LPO Bretagne et qui présentait un atelier sur la gestion différenciée. Donc, ça leur a permis de mettre en avant leur métier, d'expliquer ce qu'ils font. Voilà, donc c'était assez intéressant. Et les services administratifs, donc plus particulièrement le service de la communication, forcément un travail essentiel et collaboratif. Et pour terminer, les écoles, évidemment, avec des réunions avec les directeurs, les directrices, les enseignants, pour échanger sur les thèmes qui les intéressent et savoir ce qu'on pouvait travailler ensemble.
Ensuite, je vais vous présenter un exemple précis, on va dire, sur toutes les étapes une à une de notre ABC, du diagnostic écologique au plan d'action. Donc l'exemple, c'est celui des amphibiens chez nous. Donc, comme je disais, la première étape d'un ABC, c'est répertorier les connaissances existantes. Donc, tout ce qu'il y a dans le PLU, les données des associations naturalistes qui existent déjà, voilà, plein de connaissances qui peuvent exister. Et on a aussi été faire un diagnostic du réseau de mares de la commune. Donc avec un élu, on s'est rendu sur les différentes mares pour voir lesquelles étaient les plus intéressantes à aller inventorier. Et donc on arrive à l'étape 2 sur l'orientation du plan de prospection. Avec l'association la LPO Bretagne, on a discuté pour savoir quelles mares étaient les plus intéressantes à aller prospecter pour essayer de trouver des espèces. Donc l'étape 3, bien sûr, les inventaires. Et le traitement et l'analyse des données qui arrivent à une conclusion. On a une espèce, même deux espèces avec un statut de menace sur une zone de compensation écologique. Et donc là, on a un fort enjeu à mettre en avant. Et donc, on arrive sur l'étape 4 de la cartographie des enjeux. Donc voilà, la commune de Donlouf, avec nos deux espèces avec un statut de menace, donc le triton alpestre et marbré, situés au nord de la commune sur, comme je disais, une zone, donc une mare de compensation écologique de la LGV qui se trouve juste au-dessus. Donc une fois qu'on a identifié ces espèces sur la carte, et donc d'autres bien sûr en jeu sont ressortis, une carte qui ressemble un petit peu à ça est sortie des inventaires avec en rouge les petites croix. J'ai un petit stylet. Les petites croix rouges au nord qui représentent donc nos espèces à enjeu et avec les petits pointillés ici qui représentent les enjeux de continuité écologique à renforcer pour les espèces des milieux humides. Donc voilà, ça c'est un exemple assez précis du départ en fait du diagnostic au plan d'action et donc justement le plan d'action avec des fiches, plusieurs fiches. Donc nous on voit c'est la fiche 13 qui vont établir des tâches à réaliser pour préserver et restaurer la biodiversité sur tout le territoire. Et donc pour cet exemple des amphibiens, enjeu de préservation à la fois de l'espèce et de son milieu de vie. Donc, pour les résultats de notre ABC, c'est un projet qui a duré 2 ans et demi avec 2 partenaires financiers que j'ai déjà cités, 11 comités de suivi, 4 copiles, 3 comités multi-acteurs, donc c'est des comités où en fait on rassemblait tous les acteurs, comme on peut le comprendre, un cotec avec les associations naturalistes pour les experts naturalistes, et 3 groupes, donc c'est même 4 groupes de travail sur la sensibilisation et la communication, sur les continuités écologiques, sur l'agriculture, lien agriculture-biodiversité et lien urbanisme et biodiversité. On peut voir le budget aussi à droite, donc avec une grosse partie sur les inventaires bien sûr des associations et sur les ressources humaines, c'est-à-dire le CDD qui travaillait sur l'ABC. Et une partie, bien sûr, communication, animation, qui est plus petite, mais finalement, au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait beaucoup d'animation et ça coûte moins cher, on va dire, que des inventaires. Donc, 3 associations naturalistes, 6 groupes d'espèces inventoriées, avec forcément des cartes qui nous montrent que l'ABC a permis d'améliorer la connaissance sur le territoire du nombre d'espèces. Avec, par exemple, sur cette carte, on voit qu'on connaissait une espèce ici à cet endroit-là, même si bien sûr elle se déplace, mais c'est une carte un peu statique. Et finalement, grâce à l'ABC, on a ici sur cet espace 180 espèces retrouvées après l'ABC. Et donc, bien sûr, une grosse mobilisation citoyenne avec beaucoup de supports de communication différents, les réseaux sociaux, les journaux, donc Journal communal, Ouest France, des plaquettes transférées et même déposées dans les boîtes aux lettres au début, à l'intermédiaire du projet et à la fin. Et 33 animations, ateliers, conférences, expositions, dont une fête de la nature. Donc voilà, en image un petit peu les animations, donc elles ne sont pas toutes là bien sûr, mais pour montrer qu'on a fait des animations extérieures, intérieures, avec des agents, des différents prestataires. Voilà, donc c'était assez intéressant et plaisant pour les habitants.
Et donc, finalement, ce sont 5 documents qui sont ressortis de l'Atlas de biodiversité. Un document qui s'appelle « Faire des liens entre les documents de l'ABC », qui finalement explique un petit peu comment fonctionnent les 4 documents en dessous. Un rapport technique de 120 pages. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le technique qu'on va un peu moins voir, sauf si on veut vraiment quelque chose de précis. Le plan communal pour la biodiversité qui a été signé en conseil municipal et qui reprend donc les fiches actions à réaliser à la suite de l'ABC. Les sommaires des rapports naturalistes, pour retrouver encore plus d'informations que dans le rapport technique, et le livret pédagogique, donc un livret pour les habitants qui a été déposé dans toutes les boîtes aux lettres en même temps que le journal communal. À la suite donc de notre ABC, comme je disais, les élus ont souhaité s'engager, continuer à s'engager, et donc en devenant territoire engagé pour la nature, avec 5 actions à réaliser sur les 3 prochaines années, 2024-2027. Donc les 5 actions à droite, rédiger une OAP biodiversité, une orientation d'aménagement et de programmation à intégrer dans le PLU sur la biodiversité. Créer un plan de gestion différenciée, même si la gestion différenciée est déjà en place, faire un plan cartographié. Restaurer les continuités écologiques du réseau de mares au nord jusqu'à la mare près du Croissant, c'est l'exemple que je présentais tout à l'heure. Restaurer le réseau de chemins creux et créer un verger collectif et participatif. Voilà pour l'ABC. Je ne vois pas trop s'il y a des questions, mais peut-être après. Mais c'était juste en même temps de l'ABC, ça a permis le fait d'avoir un CDD aussi sur le sujet de biodiversité, de mettre en place des actions en parallèle, comme les nouvelles cours de l'école. Donc nous, pour le coup, on avait beaucoup de goudron sur les cours, donc on a bien cassé, on va dire, et bien désimperméabilisé et végétalisé derrière, avec un projet, deux projets qui ont été assez coûteux, mais qui ont été, nous, subventionnés par donc les fonds DETR pour la cour maternelle, et pour les 2 cours, l'Agence de l'eau et le Fonds vert, et aussi la communauté de communes Pays de Château-Giron. Donc voilà, ce sont 2 cours, donc cours maternelle et cours élémentaire, qui ont été travaillés aussi avec les enfants pour comprendre ce qu'ils souhaitaient sur leur cours. Voilà, donc on a donc déconnecté on a déconnecté les cours du réseau d'eau pluviale en déconnectant également les toitures des écoles avec des nouffes qui se trouvent en fait sur la cour directement pour réceptionner les eaux pluviales, avec bien sûr quand même à 2 endroits des surverses en cas de pluie plus importante. Et donc l'autre projet qui a été réalisé en même temps, on va dire, de l'ABC, c'est la plantation d'une mini-forêt urbaine. Et donc ici, on a cherché à bien sûr faire participer les enfants. On voit sur les photos, beaucoup de classes sont venues planter, donc il y a quasiment un enfant à planter son arbre. Et donc ensuite, après que les enfants soient venus planter, on a fait participer les habitants avec des matinées citoyennes pour la plantation. Donc on arrive en 2023 à 2000 m² de surface, et 2025 environ 1600 m² avec 1160 végétaux plantés. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Bah, merci beaucoup. En tout cas, on voit vraiment une bonne dynamique de la commune autour de ces sujets. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors après, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une chargée de mission biodiversité permet véritablement bah, voilà, de structurer des actions, de les suivre, qu'il y ait vraiment une animation, etc. Donc, c'est vraiment très, très riche. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez prendre la parole directement. On n'est pas si nombreux. Si vous avez des questions pour Donglou. Pas spécialement. Alors, bah, moi, j'en aurais une en tout cas. Est-ce que ces actions-là sur la biodiversité sont pour vous un levier en fait pour parler aussi du changement climatique et sensibiliser sur les enjeux d'adaptation, par exemple? Oui, Est-ce que c'est des complètement. choses qui... Oui? Oui, je trouve que c'est le changement climatique, je pense que maintenant c'est un sujet bien connu et reconnu par tous,
Et je pense que parler biodiversité, par contre, c'est un peu plus difficile, le terme est un peu moins connu. Et donc, en associant les deux sujets, ça permet de faire comprendre, que ce soit aux élus ou aux habitants ou aux enfants, en fait, de faire comprendre l'intérêt de protéger et de préserver cette biodiversité pour ensuite jouer sur les effets du changement climatique. Et notamment sur les cours de l'école, ça a été le cas de parler aux enfants, d'expliquer l'intérêt d'infiltrer les eaux directement sur leur cours, à la parcelle, d'infiltrer dans le sol. Ils ont bien compris et en même temps d'associer les espaces végétalisés avec les espèces qui pouvaient venir habiter, nicher. Ça permettait vraiment de faire le lien entre les deux. Merci. Alors, on a des questions dans l'espace de conversation. Je vais vous donner directement la parole, à Laïe. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait 2 zones identifiées à relier, assurer une continuité. Je voulais savoir si vous aviez des idées pour restaurer cette continuité en fonction de l'urbanisation, des routes qui peuvent exister entre ces 2 zones. Oui, bonne question, parce que c'est un projet qu'on a travaillé beaucoup en 2025. Ouais. Et donc, c'est beaucoup de parcelles privées, du coup, sur cette continuité entre le nord et le sud. Au nord, on a des parcelles communales, donc on peut agir en recréant des mares. On n'a pas beaucoup de routes ici qui traversent cette zone entre le nord et le sud. Donc, par rapport à ça, on est plutôt bien. L'objectif, ça serait de recréer des mares. Et donc, au nord, on va le faire, au sud également, puisqu'on a des parcelles communales. Et entre les deux, on a travaillé avec le syndicat du bassin versant, enfin anciennement, donc Haut-et-Vilaine, Est. Et donc, ils ont, eux, des actions en cours sur le Blône, donc de notre côté, et vont restaurer une partie du cours d'eau et ils vont créer des mares à cet endroit-là. Donc, finalement, grâce au travail commun, on va réussir à créer des mares et en faisant des pas japonais pour recréer la continuité entre le nord et le sud. Ok, merci. Alors, on a une autre question. Donc, il y avait, est-ce que des petites associations locales, plutôt amateurs, peuvent être intégrées pour la réalisation de l'ABC, où il faut forcément faire appel aux grosses structures? Ah oui, alors ça dépend. Donc, tout à fait. Déjà, les associations locales sont vraiment à intégrer dans ce projet-là. J'en ai pas forcément parlé parce que nous, on en a quelques-unes et qui ont fait partie aussi de certains comités, certains groupes de travail. Mais on n'en avait pas beaucoup. Donc, mais je sais que sur d'autres communes, c'est les associations locales qui portent aussi souvent ces projets-là. Mais par rapport aux inventaires naturalistes, pour avoir des données, on va dire scientifiques, même si je trouve aussi que les associations peuvent avoir des très bonnes données aussi, notamment par exemple les randonneurs, si on les met dans le projet, qui connaissent beaucoup les espèces, qui peuvent donner des informations. Mais concernant les données scientifiques, je crois que parce qu'après il faut faire remonter ces données et donc il faut quand même une certaine table attributaire, on va dire une certaine façon de répertorier ces données. Donc je pense qu'il faut quand même des scientifiques, enfin, des spécialistes pour ça. Après, nous, bien sûr, on a fait des sciences participatives. Donc là, avec des associations qui venaient nous présenter ces sciences et qui faisaient participer les habitants. Donc là, ces données-là sont intégrées aux sciences participatives, aux données sur leur plateforme. Et on a également, et c'est possible, de créer une plateforme participative pour que les habitants déposent leurs données. Mais ça reste donc des données, on va dire, non scientifiques, même si c'est pas tout à fait le cas, puisqu'il y a des habitants qui sont très, très, très spécialistes. Merci. Et donc, on a également une personne qui consulte déjà le guide de la commune et qui vous interroge sur la charte de l'arbre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors malheureusement, je vais pouvoir vous dire un peu plus dans le sens où c'est une action. Je ne sais pas si vous êtes sûrement sur le plan communal de la biodiversité. On a mis parce que c'est aussi demandé par l'OFB, des dates pour chaque action pour essayer dans le temps de répartir ces actions et de voir lesquelles étaient les plus soit prioritaires, soit aussi quand même
comment dire, prioritaire pour les élus, en tout cas, qui souhaitaient mettre en place assez rapidement. Et donc cette charte de l'arbre, nous, on va la réaliser plutôt dans les années 2028-2030. Je crois que c'est ce qui est prévu sur le plan d'action. Donc on s'est pas encore penché dessus. L'ABC en fait sert à mettre en avant les actions à réaliser, mais on n'a pas encore réalisé cette action. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Donlou. Et merci d'avoir mis la référence du guide dans l'espace conversation. Vous pouvez aller consulter effectivement le guide de Donlou. Je voulais savoir, est-ce que le monde agricole a été associé au plan d'action et comment ça s'est passé si ça a été le cas? Alors, on a beaucoup contacté les personnes. Nous, on est une commune très agricole, on a beaucoup de parcelles agricoles. Et donc, pour les inventaires, déjà, on a dû forcément contacter les propriétaires. Donc là, déjà, ça nous a permis de faire un premier pas avec eux pour leur expliquer la démarche. Donc, ça a été très souvent accepté. En fait, on a pu faire nos inventaires sur des parcelles privées avec l'acceptation des propriétaires. Et ensuite, on a invité, comme je disais, il y a un groupe technique qui a allié l'agriculture et la biodiversité. Et donc là, on a deux agriculteurs qui sont venus dans ce groupe de travail pour aussi travailler sur les actions en lien. Après, je pense qu'on a quand même, c'était plus difficile d'intégrer les agriculteurs. On avait moins de contacts quand même que, par exemple, le syndicat du bassin versant. Et donc, ça, je pense, aurait pu être mieux, mais voilà, c'est pas toujours évident de les intégrer. Merci. Et du coup, je vous ai mis dans l'espace conversation, comme on parlait de la charte de l'arbre, il y a celle de la ville de Rennes qui est accessible en ligne. Donc, je vous ai mis le lien, vous pouvez aller regarder et vous pouvez télécharger le document. Voilà. Eh bien, merci. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. On va passer à la dernière séquence de ce webinaire qui se termine dans 5 minutes. Non, c'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Très bien. Donc, je vais reprendre la main sur la présentation. Donc là, c'est vraiment voilà, une séquence très, très courte où on vous met quelques ressources en sachant qu'il y en a beaucoup. Donc, ce n'était pas forcément évident de choisir, mais voilà, on vous en propose quelques-unes. Et vous pouvez aussi partager les vôtres dans l'espace de conversation. Donc déjà, un document donc des agences régionales biodiversité, donc ma commune demain. Donc là, c'est vraiment tout un tas d'outils qui sont proposés aux élus des communes pour vraiment mettre en place des actions en faveur de la biodiversité sur leur commune. Et donc, nous, on a l'Agence bretonne de la biodiversité qui est vraiment disponible pour vous accompagner. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. Donc là, vous avez une adresse mail qui s'appelle maquestion@biodiversité.bzh et vous pouvez aussi aller découvrir leurs ressources en ligne. Donc là, vous avez le QR code et donc l'adresse également du site. Donc là, il y a vraiment plein d'outils, de ressources. Et si vous avez besoin voilà, d'un conseil vraiment personnalisé, il ne faut vraiment pas hésiter à les joindre. Donc ça, c'est vraiment très utile. Vous avez aussi le centre de ressources, donc là, à l'échelle plutôt nationale, pour l'adaptation au changement climatique. Donc c'est pareil, vous avez ici l'adresse. Donc de même, il y a vraiment tout un tas de documents de référence et puis aussi des exemples, des retours d'expérience. Donc vous pouvez aller consulter ce site. Alors là, pareil, d'autres outils encore. Donc Sésame, donc là, vous avez comme ressource aussi le CEREMA, évidemment, avec énormément de brochures, de retours d'expérience. Il propose aussi de l'accompagnement, donc et notamment cet outil Sésame,
donc qui concerne vraiment les plantations d'arbres. Donc, on en a échangé un peu tout à l'heure là sur la commune de Mignac-sous-Bécherel, mais voilà, comment on choisit aussi ses essences en fonction voilà, des contraintes techniques, voilà, et puis aussi par rapport évidemment au changement climatique. Donc, est-ce que c'est plus intéressant voilà, de planter des ressources locales ou des ressources qui vont être plus adaptées dans les années à venir? Donc, voilà, vous pouvez utiliser ces outils. Sur les cours d'école, donc il y a énormément aussi de documentation sur le sujet, mais là on vous a mis donc le site du CAUE donc de Paris, donc il y a tout un site ressources sur les cours Oasis. Voilà, avec aussi plein d'outils pour mener la concertation, pour faire des aménagements. Et Bruded, donc quand même notre réseau breton, qui de même propose pas mal de retours d'expérience, de webinaires, de visites sur le terrain. Donc là, vous pouvez retrouver à la page environnement et biodiversité donc les sujets du jour, hein. Et notamment, il y avait eu un cycle de visites de cours d'école végétalisés qui avait été proposé. Et vous avez vraiment des fiches retours d'expérience qui sont très intéressantes. Et un webinaire à venir le 5 mars sur la végétalisation des espaces publics. Donc là, de même, hein, vous avez, je ne sais pas si tu as mis, on peut mettre aussi l'adresse pour s'inscrire à ce webinaire si vous voulez. Voilà, donc c'est pareil, c'est aussi dans l'idée un cycle pour les municipales qui est proposé par Bruded. Donc après, là, c'est plus voilà, des documents de planification, mais c'est aussi bien de s'y référer. Donc, on a un plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC 3. Donc là, vous avez aussi le lien pour le consulter. Et puis, à l'échelle plus locale, on a les plans climat, air, énergie territoriaux, les PCAET, qui ont un volet adaptation. Donc, en fait, c'est vraiment des documents de planification à la fois sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Et donc là, vous avez par exemple celui de Rennes Métropole, qui a été donc adopté l'année dernière avec maintenant vraiment un gros pilier sur l'adaptation, un diagnostic de vulnérabilité et un plan d'action vraiment détaillé. Et là, l'idée, c'est qu'après, ce soit décliné en fait, et notamment à l'échelle communale. Donc, vous pouvez vous y référer. Donc là, on a l'exemple de Rennes Métropole, mais voilà, sur chaque EPCI, il y a un PCAET. Donc, vous n'hésitez pas à aller consulter aussi ces documents. Et on trouve également voilà, des prescriptions et des orientations dans les plans locaux d'urbanisme, donc soit intercommunaux, soit à l'échelle communale. Donc, notamment, ça a été référencé donc, sur Donlou, là, tout à l'heure, mais donc voilà, il y a aussi des choses à regarder à ce niveau-là. Et puis, à l'échelle plus, donc là, cette fois, Pays de Rennes, on a le schéma de cohérence territoriale, et donc qui a été arrêté, hein, à l'échelle, le nouveau, la révision du SCOT l'année dernière. Donc là, on attend l'adoption, et en sachant que cette révision, elle a été beaucoup axée sur l'adaptation au changement climatique, et notamment les enjeux de préservation de l'eau et de la biodiversité. Donc c'est pareil, c'est vraiment intéressant d'aller consulter ces documents. Voilà, très rapidement, hein. Alors, c'est pas exhaustif, hein, évidemment. Et donc là, on vous propose 2 rendez-vous prochainement. Donc un atelier adaptation nature et territoire. Donc en fait, c'est un format qui est proposé justement par l'Agence bretonne de la biodiversité, auquel on a été formé. Et donc on propose une édition à l'échelle du Pays de Rennes, donc ouvert très largement, hein, aux agents et élus des communes, mais aussi voilà, aux partenaires. Donc ce sera le vendredi 27 mars de 9h à midi à la LEC. Pardon, j'ai un problème d'écran, donc je ne vois plus. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Donc, on vous a mis le lien d'inscription dans l'espace de conversation. Voilà, donc ça aura lieu dans nos locaux à la LEC à Rennes. Et on vous propose également, suite à ce cycle de webinaires, donc en amont des élections,
on vous propose un rendez-vous post-élection, donc un webinaire sur le même format de midi à 13h qui aura lieu le jeudi 30 avril. Donc, et là, l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut travailler ensemble, ALEC et communes, pour voilà, accélérer, on va dire, les projets de transition et l'adaptation au changement climatique. Voilà, et une dernière diapo pour vous rappeler les précédents webinaires de ce cycle municipal. Donc, vous pouvez retrouver les replays et les supports de présentation sur notre site. Donc là, de même, vous avez l'adresse. Voilà, et je pense que j'ai peut-être une dernière diapo. Mais... voilà, ah oui, pour vous rappeler qu'on avait également organisé des cycles de webinaires vraiment consacrés à l'adaptation au changement climatique, donc notamment au confort d'été, et vous pouvez de même retrouver sur notre site les supports de présentation de ces différents cycles sur l'adaptation. Voilà, donc j'ai été un peu très vite là sur la fin, mais on arrive à 13h, donc à la fin du webinaire. Voilà, donc merci à toutes et tous pour votre participation. Donc vous pourrez retrouver le support présenté sur notre site, donc on vous enverra les liens. Voilà, donc je vous propose de nous quitter. On remercie chaleureusement nos 2 intervenantes pour leur témoignage. Voilà, un grand merci à vous. Et puis, bonne continuation. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.